Terre d'empires glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Le Nigérien Abdallah Bouraima est le nouveau président de la commission de l'UEMOA. Ainsi en a décidé la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation tenue aujourd'hui à Abidjan, Côte d'Ivoire. Une rencontre à laquelle a pris part le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. La défense, la sécurité, la santé ou encore l'éducation, voilà les dossiers qui attendent le nouveau Premier ministre qui a pris fonction aujourd'hui. Après la reconnaissance des acquis sous la conduite de son aîné Modibo Keïta, Abdoulaye Idrissa Maïga a lancé un appel aux syndicats pour une sortie de crise. Focus Santé de ce soir s'intéresse à l'hypertension chez la femme en grossesse. Cette maladie qui se déclare très souvent au 3e trimestre de la grossesse peut provoquer un accouchement prématuré. Ce grand format à retrouver en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, vient de prendre part aujourd'hui à Abidjan, Côte d'Ivoire, aux travaux de la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Une occasion pour les chefs d'État de faire le point des acquis au niveau de l'organisation. Il ressort que les performances se sont améliorées avec un taux de croissance de 6,8% en 2016. On retiendra également que c'est le Nigérien Abdallah Bouraima qui est le nouveau président de la commission de l'UEMOA. Il remplace à ses postes le Sénégalais Cheikh Hadjibou Soumaré. Reportage nos envoyés spéciaux Youssouf Diakité et Brahima Koulibaly. C'est aux environs de 9h30 que l'avion du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a fait son atterrissage à l'aéroport d'Abidjan. Objet de la visite, le chef de l'État prend part à la session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union monétaire ouest-africaine. L'occasion était donc trouvée par les chefs d'État des 8 pays membres de l'organisation de se pencher sur l'état de l'Union et la gouvernance des institutions. Ici, les chefs d'État n'ont occulté aucun domaine de développement. L'agriculture, l'énergie, les nouvelles technologies, les infrastructures. Le président de la conférence des ministres de l'UEMOA se réjouit des résultats obtenus, parlant du bilan. Malgré un contexte international difficile, les performances de l'Union se sont améliorées. Le taux de croissance est estimé à 6,8% en 2016 après 6,6% en 2015. Le taux d'endettement global de l'Union ressortirait en dessous de la norme communautaire de 70% du PIB, en se situant à 45,1% en 2016. Au chapitre des réalisations faites, la conférence des chefs d'État s'est réjouie de la signature de plusieurs contrats entre les partenaires privés et l'Union. En ce qui concerne l'initiative régionale pour l'énergie durable, l'exécution des projets financés sur les ressources du Fonds de développement énergie à hauteur de 229,7 milliards s'est accélérée. Des actions ont été conduites dans le cadre de l'amélioration de l'efficacité énergétique et de la promotion de l'énergie solaire. Les défis sécuritaires n'ont pas été oubliés. La persistance de la menace terroriste dans notre espace communautaire et ses effets pervers sur le processus d'intégration régionale requiert une meilleure coordination et une harmonisation des actions déployées par les gouvernements dans ce domaine. Au plan sécuritaire, en dépit des efforts déployés par l'Union et nos pays respectifs, la situation demeure préoccupante dans la sous-région. Elle est marquée par la recrudescence d'actes terroristes, d'enlèvements et autres crimes perpétrés par des groupes armés non étatiques. Je suis encouragé, malgré une conjoncture internationale difficile, par de bonnes performances économiques enregistrées par les États membres de notre espace. Malgré ces résultats, précise-t-il, des défis restent à relever.
Ces défis concernent, outre la menace sécuritaire déjà mentionnée, la baisse de la demande en provenance des économies émergentes, la baisse des cours des principaux produits de base. Pour atteindre les objectifs de développement durable tant recherchés par l'Afrique en général et l'Afrique ouest africaine en particulier, il faut arriver à une véritable mutualisation des efforts en laissant entendre les intervenants. Et ce souci est partagé par l'ensemble des chefs d'État et de gouvernement de l'Union monétaire ouest africaine. Au courrier départ de la présidence de la République, ce message de condoléances du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta à son homologue Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, message ainsi libellé. C'est avec une profonde affliction que j'ai appris les attentats terroristes survenus le dimanche 9 avril 2017 dans deux églises coptes à Tanta et à Alexandrie qui ont occasionné des pertes en vies humaines et fait de nombreux blessés. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple du Mali, de son gouvernement et à mon nom propre, exprimer à votre Excellence, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple égyptien mes condoléances les plus attristées et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement du Mali condamne avec la plus grande fermeté cet acte odieux et exprime sa totale solidarité au peuple et au gouvernement égyptien. En vous renouvelant mes sentiments de profonde compassion, je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président et chers frères, l'assurance de ma très haute considération signée le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Je vous le disais tout à l'heure dans les titres, le nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a pris fonction ce matin à la primature. Le Premier ministre sortant, Modibo Keïta, a donc passé le témoin à son cadet au cours d'une cérémonie émouvante empreinte de conseils et de rappel de l'urgence de certains dossiers comme la défense, la sécurité et le climat social. Modibo Keïta a saisi cette occasion pour remercier le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour la confiance placée en lui et qui lui a permis de participer à un moment de reconstruction de son pays. Après la reconnaissance des acquis sous la conduite de Modibo Keïta, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a lancé un appel aux syndicats pour le dialogue pour une sortie de crise, film d'une matinée de passation de services à la primature signée Sira Bachili. Abdoulaye Idrissa Maïga fait ses premiers pas de Premier ministre. La primature le revoit donc avec une nouvelle casquette, celle de chef du gouvernement. Accueilli chaleureusement par son aîné, le Premier ministre sortant Modibo Keïta, il est conduit dans ce bureau qui est désormais le sien. Ici, sur la table, de nombreux dossiers, entendez là, actes et documents administratifs. Les échanges commencent pour 1 heure d'horloge, le temps de passer tous les pouvoirs et tous les services. Modibo Keïta et Abdoulaye Idrissa Maïga apposent par la suite leur signature sur les procès-verbaux et direction le hall pour les mots de bienvenue, mais d'au revoir surtout. Je commencerai par renouveler mes sincères remerciements à Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, pour la confiance dont il m'a investi en m'appelant aux hautes fonctions de chef de gouvernement, me donnant ainsi l'occasion de participer à un moment crucial à la construction de notre pays. À ces remerciements, il me faut associer tous ses prédécesseurs, tous ceux qui ont eu la charge de ce pays, pour la confiance qu'ils m'ont témoignée à un moment ou à un autre, à un degré ou à un autre degré, pour contribuer à la construction de notre pays. À cela, il faut ajouter maintenant les félicitations que j'adresse à M. Maïga, Premier ministre, chef du gouvernement. Félicitations pour la confiance dont lui aussi a été investi par M. le Président de la République, chef de l'État. Monsieur le Premier ministre, chers frères, les qualités qui vous distinguent sont impressionnantes. Efficacité, rigueur, discrétion et sens prononcé des relations humaines. C'est comme ça que je vous ai connu. Vous arrivez à un moment de l'histoire de notre pays où les défis sont grands.
Mais je dis souvent, si les défis n'étaient pas grands, s'ils n'étaient pas prenants, à quoi servirait notre engagement? C'est parce que les choses sont difficiles qu'il faut être là pour les résoudre. Le défi sécuritaire, je n'ai pas la prétention de vous en dire quoi que ce soit. Vous étiez à un poste où journellement vous avez été confronté au défi sécuritaire qu'il nous faut toujours prendre en considération. Malgré les progrès accomplis, car il y en a eu, quand on sait d'où vient ce pays, vous aurez toujours à suivre ce défi et à vous employer à le résoudre, mais avec la collaboration de tous. Le Premier ministre sortant laisse donc au Premier ministre entrant non pas une armée selon lui, mais de grands commis de l'État dignes de la confiance placée en eux pour la conduite des affaires et mener le bateau à bon port. Au peuple malien, Modibo Keïta dit merci pour sa patience. Patience qui a permis certains acquis d'ailleurs rappelés par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Avec Monsieur le Premier ministre, je l'ai souvent dit, par le style, c'est toute une école. Par le sens du devoir, c'est le grand commis qui, à tous les moments, à tous les instants, a fait montre de sacrifice énorme pour son pays. Et qu'il a été là au grand moment et a accepté les missions les plus importantes à des moments souvent très difficiles. Cette école a été pour beaucoup source d'inspiration. Certes, à ce moment précis, il y a de nombreuses attentes. Ce n'est pas faute d'avoir essayé, ce n'est pas faute d'avoir fourni des efforts presque suffisants pour relever tous les défis. Mais c'est parce que le contexte est complexe que les problèmes, certains problèmes restent encore à la surface. Supposer que nous faisions en sorte que le parcours soit 100 km, nous avions déjà fait 90 km. Et bien entendu, celui qui a parcouru 90 km, accepter que les 10 km qui restent paraissent plus longs que les 90 km. Désormais installé dans ses fonctions, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga tend la main aux syndicats pour apaiser le climat social. Les conciliateurs, nous irons à leur rencontre. Nous irons également à la rencontre de tous les acteurs sociopolitiques, de manière à ce qu'ensemble, nous puissions relever les défis du moment. C'est ce que la préoccupation a toujours été de faire en sorte que le front social soit apaisé. Actuellement, il est en ébullition. Il faut faire en sorte que, pas seulement que ça baisse de plusieurs camps, mais que les Maliens puissent se parler et qu'ils s'entendent. Et qu'ensemble, nous apportions des réponses durables, crédibles à la vie d'une nation. Il ne faudrait jamais penser, et vous l'avez toujours répété, que le cours du fleuve sera toujours calme. Et ce sont ces défis-là que nous allons relever ensemble avec tous les collaborateurs ici présents, en disant déjà avec l'ensemble national, acteurs sociaux, acteurs politiques, vous en faites partie. Nous irons ensemble au bout de tous nos efforts, en ayant toujours de la retenue, en faisant en sorte que les attentes, bien qu'elles soient nombreuses, puissent raisonnablement être étudiées.
et que les voies les plus praticables puissent être empruntées. Mais je vais profiter de ce micro pour faire un appel fraternel à tous les syndicats. Monsieur le Premier ministre, vous m'avez indiqué tous les contacts que vous avez eus, les discussions entamées. Je voudrais rassurer le monde du syndicat, mais je voudrais rassurer les travailleurs pour qu'une trêve puisse être observée et que les Maliens se parlent. Après ces différentes adresses, c'est le moment d'immortaliser ces instants qui constituent une nouvelle page de l'histoire du Mali. Le plus difficile, c'était de se dire au revoir. Habituellement, ça se passe ici sur la terrasse de la primature. Mais Abdoulaye Idrissa Maïga a surpris le protocole et la presse en accompagnant son aîné en famille. Signe de respect, mais surtout de reconnaissance pour service rendu à la nation. Oui, le temps presse, le dossier de la santé est là. Le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga s'est rendu cet après-midi dans les centres hospitaliers universitaires CHU Gabriel Touré et du Point G. Le chef du gouvernement a constaté le bon fonctionnement du service minimum que les agents de santé assurent sur place et surtout la prise en charge de toutes les urgences. Reportage d'Aouda Sidiki Diarra. Le Premier ministre prend fonction et descend aussitôt sur le terrain. Abdoulaye Idrissa Maïga est venu constater le bon fonctionnement des services minimums dans certaines structures sanitaires. À l'hôpital Gabriel Touré, il y a moins d'affluence au service d'accueil des urgences. Les 630 agents de cet hôpital observent une grève illimitée depuis plus d'un mois. Selon le directeur général du CHU hôpital Gabriel Touré, le service minimum est bien tenu. Toutes les urgences sont prises en charge sans grande difficulté, a-t-il rassuré. Il s'est réjoui de la visite du Premier ministre et apprécie la promptitude avec laquelle le chef du gouvernement a pris à bras le corps les problèmes. Si dès sa prise de fonction, le Premier ministre vraiment a choisi de venir dans notre structure, on en est honoré. Vraiment, on ne peut que lui dire merci à lui et à toute sa délégation. Après avoir rendu visite aux malades dans la salle de réanimation de l'hôpital du Point G, Abdoulaye Idrissa Maïga s'est rendu dans la salle de dialyse où des patients recevaient des soins. Pour le directeur général de ce centre hospitalier, le geste du PM est un signe d'apaisement. Cela est suffisant comme message que Monsieur le Premier ministre, le premier jour de sa fonction, se rende dans les hôpitaux, vu le contexte actuel dans lequel nous nous trouvons. Et le Point G étant l'un des hôpitaux de référence, et que cela soit une priorité dans son agenda, cela nous va droit au cœur. Et ce n'est qu'un leitmotiv pour nous dire ce que nous faisons, nous devrons redoubler d'efforts et faire en sorte que les ressources qui sont mises à notre disposition, bien que modérées, bien que insuffisantes, que nous les optimisons encore une fois par une gestion rigoureuse et un esprit du rendu compte. Les membres de la CMP, convention des partis politiques de la majorité présidentielle et certains malades se disent comblés de cette initiative du Premier ministre. Je vois que cette visite a toute son importance. Elle me va droit au cœur parce que c'est le contact direct avec ceux qui sont au travail au niveau des différentes formations. Et nous avons espoir avec ce qui nous a été dit, que les hommes qui travaillent au niveau de la santé ont un souci constant de servir notre peuple. La santé, c'est important. Il y a un problème dans ce domaine. Dès sa prise de fonction, c'est sa première visite qu'il fait. Et il l'a fait au niveau de la santé pour conforter les médecins, les travailleurs de la santé, pour conforter les malades et aussi pour dire que je suis conscient des problèmes et que ça fait partie de ma mission. Ça amène de l'espoir. Quand un Premier ministre vient voir pour sa première fois les dialysés à Bamako, ça c'est très important pour nous. Là, le nouveau Premier ministre poursuit donc ses prises de contact avec la classe politique après la convention des partis politiques de la majorité présidentielle et les partis de l'opposition. Abdoulaye Idrissa Maïga a reçu en audience ce matin une délégation des partis politiques du centre conduite par son chef de file, Maurice Samaké. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience au micro de Dougou Fana Traoré. Nous avons discuté du Mali. Nous avons discuté des sujets qui sont d'actualité. Nous avons discuter de tout ce que le centre
peut faire pour que vraiment sa mission puisse être une mission digne de ce nom pour le Mali tout entier. Nous lui avons prodigué comme conseil de prendre à bras le corps tout ce que le Mali vit actuellement, notamment les grogne sociales. Il est conscient de la mission qui l'attend. Elle est difficile, mais ce n'est pas irréalisable. Avec le concours de tous les citoyens maliens, je pense qu'il pourra faire une bonne mission. Et nous sommes là pour ça, puisque sa réussite, c'est la réussite du Mali. Et puis, suite donc à la nomination du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, nous continuons de recevoir des réactions, celles du Conseil exécutif du Rassemblement pour le développement et la solidarité du collectif des jeunes à l'élection présidentielle de 2013, de l'Union des forces démocratiques IFD, des forces alternatives pour le changement FAC, du groupement des partis politiques, le Centre malien, du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, du collectif des ressortissants du Nord-Coréen, du Bureau politique national de l'UMRDA, du Bureau exécutif national de l'Alliance pour la République, APR. Tous saluent la nomination du Premier ministre. Et puis le comité exécutif de l'ADEMA, PASJ, félicite le nouveau Premier ministre pour la confiance placée en lui par le président de la République. À travers cette nomination de haute portée politique, le président de la République envoie un message clair à sa majorité, singulièrement au RPM, pour impulser une nouvelle dynamique à l'action gouvernementale. Le comité exécutif de l'ADEMA PASJ invite l'ensemble des partis politiques de la majorité présidentielle et tous les partenaires sociaux à soutenir le Premier ministre en vue d'assurer un avenir meilleur à l'ensemble du peuple malien. Le comité de pilotage du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone sud des Cayes vient de tenir la 9e session de son conseil. Le budget prévisionnel du projet est estimé à plus de 341 millions de francs CFA. Envoyés spéciaux à Kita, Aïssata Saliou Maïga, à Boukone, avec la voix de Adama Traoré. Pour cette 9e session du comité de pilotage du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone des Cayes Sud, les administrateurs vont examiner les rapports d'activité de l'année écoulée. Ils se pencheront également sur le programme d'exécution technique et financière de 2017. Le projet a procédé en 2016 au placement de 17 nouvelles unités d'animaux auprès de nouveaux bénéficiaires constitués de 51 zébus morts, 10 taurions Dama et 10 moutons Dialongué issus des remboursements. À l'insémination de 250 vaches avec 101 gestations pour 79 naissances vivantes. À l'emblavement de 304,59 hectares de cultures fourragères pour une production totale de 670,83 tonnes de fourrage. Au titre de l'année 2017, le budget prévisionnel du projet d'appui au développement des productions animales dans la zone des Cayes Sud est estimé à plus de 341 millions de francs CFA. Cette somme permettra au projet PADEPA KS de mener à bien ses activités. Au regard de l'importance des investissements réalisés, le PADEPA KS a posé les bases d'un développement durable des productions animales dans la zone des Cayes Sud. Les principaux bénéficiaires sont les collectivités territoriales, les éleveurs, les agro-éleveurs, les femmes et les jeunes. Le projet PADEPA KS a pour objectif d'assurer la sécurité alimentaire tout en augmentant la production et les revenus des agro-éleveurs de Bafoulabé, Kéniba, Kita et Cayes Sud. 5e session du Conseil de surveillance du projet de développement et de la valorisation de la production laitière au Mali, PRODEVALAIS. Au cours de la session, les acteurs du secteur ont examiné le rapport d'activité financier de l'année 2016 du projet, ainsi que le programme d'exécution technique et financière pour l'année 2017. Le point avec Ali Djoumatina. Le lait occupe une place prépondérante dans notre alimentation. C'est ainsi que le gouvernement a créé en 2008 le projet de développement et de valorisation de la production laitière. La première phase du projet tire vers sa fin. L'heure est ainsi au bilan à travers cette 5e session du Conseil de surveillance du PRODEVALAIS. Pour cette période, les activités réalisées ont porté sur l'organisation des bassins laitiers, le renforcement des capacités et la réhabilitation des centres de collecte de lait. Les résultats enregistrés sont la preuve patente que le projet a contribué à l'amélioration significative des conditions de production laitière en augmentation croissante dans les bassins laitiers encadrés. Nous avons pu réaliser beaucoup de centres de collecte.
nous avons pu équiper beaucoup de centres et appuyer beaucoup de producteurs laitiers. Nous comptons cette année faire l'étude de faisabilité d'une deuxième phase qui prendra en compte le volet commercialisation. En vue de renforcer davantage les capacités des organisations paysannes du pays, le Prodévalais a offert des équipements laitiers au centre et au point de collecte des laits. Il s'agit entre autres des tricycles, des congélateurs solaires et électriques et des pasteurisateurs à gaz. Pour avoir un tricycle, il faut obligatoirement qu'un centre collecte une quantité minimum de 100 litres de lait. Le conseil de surveillance assure l'orientation du projet et veille à l'application des décisions concernant la mise en œuvre des activités. Les travaux de la 4e session du conseil d'administration de l'Institut national d'ingénierie de la formation se sont déroulés ici à Bamako. Il s'agissait pour les administrateurs de faire le point des activités réalisées et les projections pour l'amélioration de la qualité du service rendu. On fait le point avec Youssouf Diakité. Cette 4e session du conseil d'administration se tient à la veille de la tenue du 2e comité technique mixte Mali-Algérie dans le domaine de la formation professionnelle et dont les travaux déboucheront sur la signature du protocole de jumelage entre l'UNIFOR et l'Institut national de formation et d'enseignement professionnel d'Algérie. C'est l'un des points qui a fondamentalement retenu l'attention des administrateurs en plus de l'examen du bilan des activités réalisées. Nous intervenons dans les domaines de l'élaboration des référentiels de formation. Nous intervenons dans la recherche et l'évaluation des centres de formation au Mali. Nous apportons notre appui conseil aux entreprises en vue de diagnostiquer leurs problèmes en matière de ressources humaines qualifiées pour l'atteinte de leurs objectifs. Et nous appuyons les départements pour les renouveaux de la formation professionnelle au Mali. En termes de bilan, l'UNIFOR a, au cours de l'année 2016, accompagner le département de l'emploi et de la formation professionnelle dans l'accomplissement de sa mission. Aussi, faut-il le savoir, cette 4e session de l'UNIFOR se tient dans un contexte marqué par la nécessité de recentrer les activités sur l'ingénierie qui constitue la mission principale de la structure. Activité similaire, l'Université de Ségou vient de tenir la 4e session de son conseil d'administration. L'ordre du jour porte sur les programmes d'activité de l'université et le budget 2017 fixé à plus de 4 milliards de francs CFA. Reportage Kandesila. Plusieurs points restent à l'ordre du jour de la 4e session du conseil d'université de Ségou. Parmi ces points, le programme 2015-2016 de l'université et le projet d'activité au titre de 2017. On note que l'année académique s'est bien déroulée avec un effectif total de 1530 étudiants. Des acquis, certes, mais aussi l'université demeure confrontée à des défis majeurs. Notre défi majeur depuis l'ouverture de l'université est la sempiternelle question de l'acquisition d'infrastructures propres. Pour nous, avec la prégnance des baux, il est grand temps de réduire aussi bas que faire se peut leurs coûts. Aussi, les administrateurs doivent se prononcer sur le budget 2017 qui se chiffre à un peu plus de 4 milliards de francs CFA, mais surtout donner des orientations pour que l'université s'insère davantage dans le tissu économique de la région. Notre université doit donc répondre aux besoins pressants de développement socio-économique de la population de Ségou et de tous les partenaires régionaux et booster donc la recherche universitaire et adapter les filières de formation à ces nouveaux besoins. C'est dire que les attentes restent multiples au cours de cette 4e session, quand on sait que l'université envisage de créer pour l'année académique prochaine 2 autres facultés et démarrer le programme présidentiel, un étudiant, un ordinateur. La station régionale ORTM Mopti vient d'organiser la nuit dénommée Nuit du partenariat, une nouvelle approche qui vise à intégrer les préoccupations de la population et des partenaires dans la nouvelle grille des programmes de la station conformément à la politique managériale de la direction générale de l'ORTM. La nuit du partenariat a été organisée grâce au soutien de Orange Mali. Reportage Boubacar Sankari. Dénommée la nuit du partenariat, cette soirée a été un cadre d'information et d'échange entre la direction de l'ORTM Mopti et ses partenaires. Une dynamique qui vise à instaurer un climat de confiance entre la radio et les auditeurs d'une part,
et entre la radio et ses partenaires d'autre part. Cette soirée a permis au directeur de la station de dévoiler les grandes lignes de la nouvelle grille de la radio qui sera lancée bientôt. Il s'agit notamment de la tribune de développement, une émission hebdomadaire qui entend donner plus de visibilité aux différents acteurs au développement. La vision rurale, comme son nom l'indique, cette émission s'adresse aux acteurs de la pêche, de l'élevage et de l'agriculture dans la région. Voilà autant d'émissions proposées dans la nouvelle grille qui, nous l'espérons bien, impulseront une nouvelle dynamique à la radio. Aussi, une communication permet au sein de la commune de satisfaire les besoins en information des différents acteurs à l'intérieur et à l'extérieur. Je salue cette initiative des stations régionales de la Mopti qui traduit en action concrète son slogan « La passion du service public ». Cette nouvelle approche de l'ORTM bénéficie du soutien total des autorités régionales. En décidant de placer cette soirée sous le thème rôle et place de la radio rurale dans le processus de paix et de réconciliation, l'ORTM ne fait que confirmer le rôle qu'il joue dans le processus de mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. En ce qui concerne la région de Mopti, je compte sur l'implication de l'ensemble de la presse publique et privée pour le retour de la stabilité dans la 5e région. Pour joindre l'utile à l'agréable, des artistes de la nouvelle génération y étaient, histoire d'aider la station régionale à ouvrir cette nouvelle page de l'histoire de la péninsule malienne. Voilà, une belle fête. Pourquoi moi? C'est le titre d'un film signé Diko Traoré. À travers cette œuvre de 24 minutes, la réalisatrice donc a sa première expérience, met l'accent sur les violences faites aux femmes, particulièrement les jeunes filles. On fait le point avec Fousséni Tounkara. Intitulé Pourquoi moi, ce film de 24 minutes retrace le parcours d'une jeune fille du nom de Assou. Avec son statut d'enfant adoptif, elle sera aussi victime d'un viol et depuis tout change pour elle. Comme si cela ne suffisait pas, Assou fit proposer un mariage contre son gré. Le mariage sera célébré très bientôt. À bon entendant, C'est ainsi qu'elle se donnera la mort après avoir découvert qu'elle a été donnée en mariage à son violeur. Un film émouvant et apprécié de tous. Le film m'a beaucoup impressionné et ça reflète réellement la réalité. C'est que les violences sexuelles sont jusqu'à présent tabous dans notre société. Je trouvais que c'était un film très courageux, très puissant et qui parlait d'un sujet très important. J'aurais préféré aussi qu'elle puisse faire une version en bambara ou soit faire en bambara et sous-titrer en français. C'est à l'issue d'une enquête menée par la jeune cinéaste qu'est née l'idée de créer ce film. Et pendant cette enquête, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui ont été victimes d'abus sexuels et pour des raisons familiales ou sociales, elles ont décidé de garder le silence et de vivre avec ces séquelles. C'est l'une des salles de Magic Ciné ex-Babemba qui a servi de cadre pour cette première projection du film Pourquoi moi, en présence de plusieurs personnalités et des organisations qui œuvrent pour la défense des femmes victimes d'injustice. Parlons encore femmes pour promouvoir la femme malienne. Osmos Events et le ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille célèbrent donc la femme malienne à travers le prix Sadio. Le grand prix de Sadio de l'année a été attribué à Sako Aminata Khan, gouverneur du district de Bamako. 6 autres récompensés, donc 6 femmes, donc autres femmes récompensées lors de cette cérémonie. Reportage avec Mamoutou Dante. Ce prix rend hommage aux compétences et aux expertises de la femme malienne. C'est aussi un créneau pour donner une plus grande visibilité aux initiatives féminines au Mali. Il s'agit pour nous de magnifier et de valoriser la femme malienne dans son droit et dans sa compétence à travers différents secteurs de développement. Il se propose également et surtout de rendre visibles les talents des femmes afin de contribuer à leur reconnaissance et de favoriser l'émergence d'autres femmes. Le Mali est ce qu'il est aujourd'hui grâce aux femmes, grâce aux hommes bien sûr. Et donc voilà, on a estimé qu'il était important de les mettre en avant et de leur montrer qu'on croyait en elles, qu'on comptait sur elles et que nous étions aussi là pour elles.
Pour cette première édition, Traoré Mariam Ibrahima de Gao a remporté le prix Sadio Culture. Celui des Sadio Sport est revenu à la capitaine de l'équipe nationale junior de basketball, Aïssata Diakité. Le prix Sadio Politique et Société Civile a été donné à Assori Aïcha Belgo Maïga, députée élue à Tessalit dans la région de Kidal. Et le prix Sadio en sciences a été attribué à la première femme malienne agrégée en médecine, Dr Traoré Aïssa Sidibé. Ce prix, je le dédie vraiment à toutes les, si je peux dire, les battantes, parce qu'il n'y a pas que seulement que les femmes. Une femme est battante quand elle est soutenue aussi dans la famille. Le Grand Prix Sadio de l'année a été remporté par le gouverneur du district de Bamako, Sako Aminata Khan. Ce prix doit m'amener à persévérer davantage et à faire beaucoup pour mon pays. Le prix Sadio célèbre la bravoure et l'engagement de la femme malienne. Femmes et santé maintenant, gros plan aujourd'hui sur l'hypertension pendant la grossesse. La maladie se déclare très souvent au 3e trimestre de la grossesse et peut provoquer un accouchement prématuré. Bourdonnement d'oreilles, maux de tête fréquents, sensation de mouches volantes sont entre autres signes de l'hypertension durant la grossesse. Suivons en tout cas ce reportage signé Ramata Konate. Une femme enceinte a une hypertension artérielle lorsqu'elle a une pression supérieure ou égale à 14,9. Cela à 2 reprises après que la femme ait observé un repos d'au moins 10 minutes. Souvent, aucun symptôme ne vient alerter la patiente, mais l'hypertension artérielle durant la grossesse peut se traduire par des signes. En plus des signes classiques de l'hypertension artérielle qui sont surtout la femme va se plaindre de maux de tête qui sont permanents tout le temps. Elle peut se plaindre de flou visuel avec des sensations de mouches volantes, de bourdonnement d'oreilles. Ou souvent, elle peut venir consulter parce qu'elle ne sent pas bien son bébé bouger ou le ventre ne grossit pas comme il faut. Ça, c'est un peu les signes qui vont orienter le médecin à rechercher une hypertension artérielle chez cette femme enceinte. Cette pathologie est plus fréquente chez des cibles comme les femmes enceintes de moins de 20 ans et celles dont l'âge est plus avancé, surtout si c'est leur première grossesse. Les cas de récidive sont fréquents à ce niveau. Avec les 2 autres grossesses, j'ai eu les mêmes problèmes. Donc avant l'accouchement, tout juste avant les 9 mois, chaque fois ça soulève. Cette fois-ci aussi même, on est obligé de me faire la césarienne. Parce que la grossesse était à 37 semaines, mais la tension est très élevée. 17, 18 jusqu'à ce qu'on est arrivé ici. 10% des femmes enceintes ont une hypertension artérielle associée à la grossesse. Et l'hypertension artérielle est la première cause des femmes enceintes hospitalisées dans notre service. L'hypertension artérielle chez la femme enceinte est presque la 3e cause de décès chez les femmes enceintes et les accouchées. Il faut cependant distinguer 4 types d'hypertension durant la grossesse. Le type 1, c'est une hypertension qui survient après la 2e moitié de la grossesse. Le 2e type d'hypertension, c'est une femme qui est déjà connue hypertendue. Cette type d'hypertension n'est pas associée à une production de protéines dans les urines. Cette hypertension va persister même après l'accouchement. Le 3e type d'hypertension, c'est des femmes qui sont connues hypertendues, qui tombent enceintes et malheureusement, elles vont avoir une production excessive de protéines dans les urines. Le 4e type d'hypertension, c'est des femmes qui aussi ne sont pas connues hypertendues, mais après la 2e moitié de la grossesse, les chiffres tensionnels deviennent très élevés, mais il n'y a pas de protéines dans les urines. L'origine de cette hypertension reste encore inconnue. C'est pourquoi la prévention consiste à jouer sur les facteurs de risque. Éviter l'obésité, éviter la sédentarité. Il faut surtout adhérer aux consultations. En dehors de ça, il faut éviter certains aliments quand on est enceinte. C'est les aliments trop gras, les aliments trop salés ou trop sucrés qui favorisent la survenue de l'hypertension artérielle. En cas d'hypertension durant la grossesse, la mère et son bébé doivent faire l'objet d'une surveillance continue, cela jusqu'à l'accouchement. C'est pour éviter un retard de croissance pour l'enfant, un décollement du placenta du côté de la maman qui peut être à l'origine d'un accouchement prématuré.
Voilà, c'est donc la fin de ce journal. Au nom de l'ensemble de la rédaction, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Allah bénisse le Mali.